Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet vraiment complexe en France, les drogues. Pas juste les faits divers, hein, mais on va essayer d'aller plus loin en s'appuyant sur pas mal de sources. On a des archives vidéo de 1981 qui sont assez fortes, des recherches médicales, sociologiques, des docus, des rapports. Le but c'est de dépasser un peu les gros titres, de comprendre comment marche l'addiction, l'ampleur des trafics qui pourrissent certains quartiers, et puis voir comment la société essaye de répondre, entre la police, les soins, les débats qui n'en finissent pas. Forcément, on pense à Marseille, à la violence actuelle. Plus de 40 morts en 6 mois, c'est énorme. Ou alors à cette image de 81, cette jeune femme, Fatigue, qui dit sa détresse sur un banc. C'est de tout ça dont on va parler. Absolument. Et ces sources, justement, elles nous donnent une vision assez large du vécu très personnel, très intime de la souffrance, jusqu'au réseau criminel organisé. L'idée, c'est vraiment de saisir toutes les facettes. Pourquoi on devient dépendant, comment ce marché énorme fonctionne, quel est l'impact sur la vie des gens dans les quartiers, et puis quelles stratégies on met en place, la police, la justice, les médecins, les assos, avec ce qui marche et ce qui marche moins bien. Commençons par là alors, par le vécu de l'addiction. Cette archive de 1981, elle est crue, on voit des jeunes en manque, l'un parle des premières crampes, le corps qui réclame sa dose. Et puis, Fatigue, cette jeune femme qui dit « Personne veut de moi, je suis tout seul ». C'est terrible comme isolement, non ? Oui, c'est un témoignage très fort sur l'emprise physique, mais aussi psychologique de la dépendance. Et il faut vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas juste une question de volonté, hein. Ce n'est pas une faiblesse morale. Les recherches, comme celle du GHU Paris, le groupe hospitalier universitaire parisien, spécialisé en psychiatrie et neurosciences, expliquent bien comment les drogues, en gros, détournent le fonctionnement normal du cerveau. Le fameux circuit de la récompense. C'est ça, elle pirate ce système. Au début, il y a le plaisir, mais très vite, ça devient un besoin. Un besoin quasi irrépressible. Une sorte de piège chimique en fait. Exactement. Le cerveau s'habitue, c'est ce qu'on appelle la tolérance use. Et il faut des doses plus fortes pour obtenir le même effet. Et quand on essaye d'arrêter, c'est le sevrage, avec des symptômes physiques, mais aussi psychiques, qui peuvent être vraiment durs à supporter. Le GHU Paris mentionne même les rêves de cam. C'est dire à quel point la drogue peut envahir l'esprit, même pendant le sommeil. Ça montre bien l'emprise mentale. Et cette idée que, parfois, la drogue vient combler quelque chose, une souffrance qui était déjà là. Le GHU parle d'automédication. Oui, c'est une hypothèse importante. Pour certaines personnes, l'héroïne, par exemple, ça peut être perçu, inconsciemment peut-être, comme une façon d'anesthésier une douleur psychique. Une dépression, une grosse anxiété, les suites d'un traumatisme. L'addiction arrive alors sur un terrain déjà fragilisé, si vous voulez. D'ailleurs, les sources le disent bien, hein, c'est rarement juste la drogue le problème. C'est souvent lié à d'autres difficultés. Tout à fait. Le GHU Paris est très clair là-dessus. La toxicomanie pure est plus l'exception que la règle. On voit souvent des polyconsommations, le fait de mélanger plusieurs produits, mais aussi ce qu'on appelle des comorbidités, des troubles de la personnalité, par exemple antisocial ou borderline, qui sont peut-être aussi en partie liés au fait de vivre dans l'illégalité, hein, c'est une question. Et puis la dépression, les troubles anxieux. Certains facteurs, comme une anxiété de séparation dans l'enfance, pourraient même augmenter le risque de développer un usage problématique plus tard. C'est vraiment un tableau complexe. Alors, justement, de quelle drogue parle-t-on principalement en France? Et comment ça fonctionne, ce marché? Déjà, il y a une petite nuance sur le mot drogue lui-même, c'est intéressant. Oui, le GHU Paris fait bien la distinction. D'un côté, vous avez la définition un peu légale, culturelle du stupéfiant, qui est très chargée historiquement. Et de l'autre, l'approche plus scientifique, pharmacologique, qui parle de substances psychoactives, c'est-à-dire qui agissent sur le cerveau. Ce qui est frappant, c'est notre regard sur ces produits. L'usage de drogues illégales est presque toujours vu comme un problème, alors que l'alcool, qui est légal, culturellement accepté, fait des ravages sanitaires et sociaux absolument considérables. Il y a un vrai biais de perception. Le fameux rapport Rox de 97, cité par le GHU, avait osé une comparaison choc à l'époque. Oui, il avait mis l'héroïne et l'alcool à peu près au même niveau en termes de dangerosité globale, en prenant tout en compte. Ça relativise un peu la seule dangerosité du produit lui-même et ça montre l'impact de l'interdiction légale et de la perception sociale. Faisons un petit tour d'horizon rapide. Le cannabis, d'abord. C'est de loin le produit illicite le plus consommé. On avait des chiffres, 17 millions de personnes qui l'avaient essayé en 2014, 700 000 qui ont fumé tous les jours. C'est énorme. Oui, mais attention avec ces chiffres bruts.
L'usage vraiment problématique, ou la dépendance, ça ne concerne qu'une petite partie de ces consommateurs. Et c'est là qu'il y a un paradoxe que souligne le GHU Paris et un documentaire de LCP. Le cannabis, ça motive moins de 20% des demandes de soins spécialisés en addictologie. Pourtant, en 2010, ça représentait 90% des interpellations pour usage de stupéfiants. Une différence énorme entre l'impact sanitaire réel, pour la majorité, et la réponse de la police et de la justice. Et ce débat sur la légalisation ou la dépénalisation qui revient tout le temps. Exactement. La France reste très restrictive là-dessus par rapport à beaucoup de pays voisins. Même pour le cannabis thérapeutique ou le CBD, on a du mal à trouver un cadre clair et stable. Bien sûr, il y a des risques, notamment psychologiques. On parle parfois du syndrome amotivationnel, même si c'est controversé. Mais le débat public a du mal à être serein sur cette question. Ensuite, l'héroïne. On a tous en tête l'image du junkie des années 80, comme dans l'archive de 1980. Oui, une image très forte associée à une dépendance très puissante et au risque d'overdose, surtout par arrêt respiratoire. Mais il faut vraiment souligner quelque chose d'important, hein. L'arrivée des TSO, les traitements de substitution aux opiacés, la méthadone ou la buprénorphine, ça a complètement changé la vie des usagers depuis les années 90. Le sevrage est beaucoup moins terrible, la prise en charge est plus humaine, on met l'accent sur la réduction des risques. Ça n'a plus rien à voir avec l'enfer qui est décrit dans l'archive de 81, heureusement. Et la cocaïne et son dérivé, le crack. La cocaïne, qu'on sniffe le plus souvent, est connue pour créer une forte dépendance psychologique, une envie très forte d'en reprendre. Mais c'est quand elle est fumée sous forme de crack, c'est de la cocaïne qui a été transformée pour être fumable, que le potentiel addictif explose littéralement. L'effet est quasi immédiat, très intense, mais la descente est très rapide, très angoissante. Du coup, ça crée un besoin compulsif de reconsommer. Le GHU Paris note que le crack, qu'on vend souvent en petits cailloux prêts à fumer, est très lié à la grande précarité. Plus récemment, on entend beaucoup parler des NPS. C'est quoi exactement ces trucs-là? Alors les NPS, ce sont les nouveaux produits de synthèse. C'est un vrai casse-tête pour les médecins et pour la justice, comme le montrent les rapports de la MILDECA, la mission interministérielle contre les drogues, et du GHU Paris. En gros, ce sont des molécules fabriquées en laboratoire pour imiter les effets de drogues déjà connues, comme l'ecstasy, le cannabis, la cocaïne. Mais avec une structure chimique un petit peu différente. Pourquoi? Pour échapper à la loi, au moins pendant un temps, le temps qu'elle soit identifiée et interdite. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans en fait, hein? C'est tout le problème. Souvent, on ne sait pas. La composition peut changer d'un lot à l'autre, les dosages sont inconnus, on trouve de tout, des catinones, des cannabinoïdes de synthèse comme le spice ou le K2 qui peuvent être beaucoup plus dangereux que le cannabis naturel, des dérivés de la kétamine aussi. Les risques sont énormes et surtout imprévisibles. On voit aussi apparaître des contextes d'usage particuliers comme le chemsex. C'est quoi ça, le chemsex? C'est l'utilisation de ces produits de synthèse dans un contexte sexuel, souvent pour désinhiber ou augmenter les sensations, mais ça multiplie les risques. Overdose, problèmes cardiaques, psychose et bien sûr un risque accru d'infections sexuellement transmissibles comme le VIH, les hépatites, parce que la prévention passe au second plan. Tout ça, ça nourrit une économie souterraine énorme. Un chercheur, Michel Gandilon, qu'on entend dans une analyse de Sismic, parle de plusieurs milliards d'euros par an, juste pour le cannabis, la cocaïne et l'héroïne en France. Et il estime qu'il y a à peu près 4000 points de deal bien structurés sur le territoire. Oui, il décrit une organisation très capitaliste en fait. Il y a les gros importateurs, les grossistes, parfois il parle même d'une bourgeoisie du trafic, des gens installés à l'étranger, à Dubaï par exemple, qui gèrent les flux financiers et logistiques à distance. Et puis sur le terrain, il y a toute une chaîne. Les semi-grossistes, les vendeurs au détail, ce qu'on appelle les charbonneurs, les guetteurs qui surveillent. C'est une vraie entreprise, très hiérarchisée. Une entreprise qui innove, même Gondillon, parle d'amazonisation du trafic, de livraison à domicile type Uber Eats. Ça montre qu'il s'adapte à la demande, y compris celle des classes moyennes et supérieures, pas seulement dans les quartiers populaires. Et cette économie parallèle, non seulement elle génère des profits gigantesques, mais elle alimente aussi une violence qui marque très durement certains territoires. Oui, on en arrive à l'impact sur les quartiers et cette montée de la violence. L'exemple de Marseille est terrible. Les sources qu'on a consultées, comme France Culture, Sismic ou le doc Un Max de Doc, décrivent une vraie guerre des gangs, notamment entre deux clans, la DZ Mafia et le clan Yoda,
pour le contrôle des points de deal. Résultat, le nombre d'homicides a explosé. On parle d'une 50aine ces dernières années, alors que c'était plutôt une dizaine par an dans les années 60. Une violence, vraiment, brutale et qui est parfois commandée depuis la prison. Un magistrat, Jean-Michel Ducis, expliquait sur France Culture que la prison devient une sorte de plateforme de télétravail du crime. Les chefs de réseau, même incarcérés, arrivent à utiliser des téléphones portables pour organiser des assassinats dehors. Ça fait froid dans le dos. Et au-delà de cette criminalité très organisée, il y a l'impact au jour le jour pour les gens qui habitent dans ces quartiers. Il y a une étude de l'agence d'urbanisme de Lille Métropole, la DULEM, sur des villes comme Loos, Mont-Saint-Barreul, Villeneuve-d'Ascq, qui est très parlante. Oui, elle décrit très bien le quotidien de ses habitants. Les halls d'immeubles, les cages d'escalier occupées en permanence, le bruit, les allées et venues incessantes, les guetteurs qui sont là, postés. Parfois, les dealers installent même leur propre mobilier, des chaises, des canapés. Il y a les graffitis, la frappe avec les prix, les horaires. Et puis toutes les dégradations, les tags partout, les portes d'entrée forcées, les caméras de surveillance cassées, les problèmes d'hygiène aussi. Tout ça crée un climat d'insécurité constant. Et ça ne touche pas que les habitants. Le personnel qui travaille dans ces quartiers, les employés des bailleurs sociaux, les agents de la mairie, même les infirmières à domicile, et ils peuvent se faire intimider, menacer. Leur travail est rendu plus difficile, voire impossible parfois. L'étude de la DULIM le montre bien. L'image d'un conflit ouvert et permanent. Les relations entre les habitants et les dealers sont souvent plus complexes, ambivalentes. C'est-à-dire ? Ce n'est pas juste de la peur ou de l'hostilité. Si, bien sûr, il y a beaucoup de peur et d'hostilité, surtout quand les dealers viennent d'autres quartiers qui n'ont aucun lien local, aucun respect, comme disent les habitants. Mais parfois, il y a une sorte de coexistence, voire des interactions un peu surprenantes. Des dealers qui vont aider une vieille dame à porter ses courses. Une présence qui peut même paradoxalement être perçue comme rassurante par certains face à une petite délinquance plus imprévisible. Les habitants développent des stratégies, on ne les regarde pas. Mais aussi parfois une sorte de diplomatie locale pour essayer de gérer la situation au quotidien. C'est beaucoup moins noir et blanc qu'on l'imagine souvent. Alors face à tout ça, comment la société réagit ? Bon, la réponse la plus visible, c'est la répression, la police, la justice. Oui, les documentaires montrent souvent ces opérations coup de poing, les ratissages dans les quartiers, les interpellations. Mais ils montrent aussi les limites. Très souvent, ce sont les petites mains qui sont arrêtées, les charbonneurs, les vendeurs de rue. Pendant ce temps, les têtes de réseau continuent leurs affaires. Les dealers sont mobiles, ils s'adaptent vite. Les moyens de la police locale sont parfois insuffisants. La justice, elle, prévoit des peines assez lourdes pour le trafic et elle a des outils pour essayer de toucher au portefeuille des criminels, comme l'AGERASC. L'AGERASC ? Oui, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Son rôle, c'est de gérer les biens saisis aux délinquants et criminels, argent, voitures, immeubles, et éventuellement de les confisquer définitivement. C'est un outil qui a été renforcé par des lois récentes, comme la loi Warsmann II, pour essayer de rendre le crime moins rentable. Mais cette approche purement répressive, est-ce qu'elle est vraiment efficace au final ? Beaucoup de sources qu'on a lues semblent en douter quand même. Mais c'est la grande question. Le documentaire LCP, les analyses de Gandillon, mais aussi le syndicat de la magistrature, par exemple, ils pointent tous les limites de cette stratégie. Le syndicat de la magistrature critique beaucoup la pénalisation d'usage simple. Il rappelle qu'il y a un consensus assez large, depuis des années, pour dire qu'envoyer un simple consommateur en prison, ça ne résout rien. Au contraire. Ils sont aussi très critiques envers l'amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants. Pour eux, c'est inefficace, c'est socialement injuste, ça touche plus durement les plus précaires et surtout, ça coupe le lien avec un juge qui pourrait, lui, orienter la personne vers des soins si besoin. Ce qui nous amène justement aux alternatives ou en tout cas aux compléments de la répression. La prévention et la réduction des risques et des dommages, la RDRD. D'ailleurs, un cabinet de conseil, GAE Conseil, s'étonnait du manque de grandes campagnes nationales de prévention sur les risques du cannabis, alors qu'on en fait beaucoup sur l'alcool ou le tabac. Oui, la RDRD, c'est une approche beaucoup plus pragmatique. Elle est défendue par énormément d'acteurs de la santé, comme le GHU Paris ou la Fédération Addiction, et même par certains acteurs de la justice, comme le syndicat de la magistrature. L'idée est simple, en fait. Si on ne peut pas empêcher tout de suite quelqu'un de consommer, essayons au moins de limiter les dégâts pour sa santé et pour la société. Concrètement, ça passe par quoi ? Ça passe par des choses très concrètes. Distribuer du matériel stérile, des seringues neuves, mais aussi des pipes à crack à usage unique pour éviter la transmission de maladies comme le VIH ou les hépatites.
Ça passe par la diffusion de la naloxone, qui est un antidote aux overdoses d'opiacés et qui sauve vraiment des vies. Par l'analyse de produits aussi, dans certains dispositifs, les usagers peuvent faire tester anonymement ce qu'ils ont acheté pour savoir ce qu'il y a vraiment dedans et quels sont les risques. Et puis, il y a l'expérimentation, depuis une loi de 2016, des SCMR, les salles de consommation à moindre risque. Ce sont des lieux supervisés par des professionnels de santé, où les usagers les plus précaires peuvent consommer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, et où on peut commencer à leur proposer un accompagnement. Et pour ceux qui veulent s'en sortir, qui veulent arrêter, il y a tout le système de soins en addictologie. Il est comment ce système en France ? Il est assez développé en fait. Le GHU Paris et la Fédération Addiction décrivent un réseau assez dense. Vous avez d'abord les structures ambulatoires, c'est-à-dire où l'on va pour de consultations sans être hospitalisé. Ce sont principalement les CSAPA, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, et les CARUD, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Ce sont un peu les portes d'entrée du système. Il y a aussi les consultations jeunes consommateurs, les CGC, pour les plus jeunes. Dans les hôpitaux, il y a des équipes spécialisées, les ELSA, équipes de liaison et de soins en addictologie. Et puis, bien sûr, les médecins généralistes, les pharmaciens jouent un rôle. Et pour des prises en charge plus longues, il y a des lieux de vie, comme les communautés thérapeutiques. L'approche se veut globale, médicale, psychologique et sociale. Avec quels outils principaux pour soigner ? Pour l'addiction aux opiacés, comme l'héroïne, les TSO méthadone et buprenorphine sont vraiment la base du traitement et sont très efficaces. Pour les autres addictions, on utilise parfois des médicaments dits anti-craving qui visent à réduire l'envie très forte de consommer, mais leur efficacité est souvent plus limitée, sauf pour l'alcool où certains marchent assez bien. Et puis, bien sûr, il y a toutes les psychothérapies, individuelles ou en groupe, qui sont essentielles. Et surtout, la prise en compte de tout le contexte social, trouver un logement, un travail, renouer des liens. L'addiction est rarement séparée des conditions de vie globales. Un point très intéressant que soulève la Fédération Addiction, c'est ce lien parfois compliqué entre la justice et le soin, ce qu'on appelle les soins obligés. Oui, c'est quand la justice impose à quelqu'un de suivre des soins. Ça peut être une injonction thérapeutique, une obligation de soins dans le cadre d'une condamnation. L'idée derrière, c'est d'utiliser la contrainte de la justice comme une porte d'entrée vers le soin, pour des personnes qui n'y seraient peut-être pas allées d'elles-mêmes. Mais c'est un exercice très délicat. Pourquoi c'est délicat, Ève ? Il faut réussir à faire travailler ensemble deux mondes qui n'ont pas forcément le même langage, ni les mêmes objectifs immédiats. Pour un médecin, une rechute fait partie du processus de guérison de l'addiction. Pour un juge, ça peut être vu comme une récidive, un échec de la mesure judiciaire. Il y a aussi la question du secret médical face aux besoins d'information de la justice. Et surtout, la question centrale du consentement. Est-ce qu'on peut vraiment soigner quelqu'un contre son gré ? Pour que ça marche, il faut quand même que la personne adhère un minimum au projet de soin. La Fédération Addiction note quand même qu'il y a des expérimentations intéressantes, comme la justice résolutive du problème, dans certains tribunaux en France. C'est quoi ça ? Oui, ça s'inspire de ce qu'on appelle les drogues courts dans les pays anglo-saxons. L'idée, c'est de proposer un suivi beaucoup plus intensif et très coordonné par le juge, les soignants, les travailleurs sociaux, à des personnes qui commettent des délits à répétition à cause de leur addiction. C'est une approche plus individualisée qui essaye vraiment de s'attaquer aux causes profondes du comportement délinquant plutôt que de se contenter de punir les conséquences. C'est un peu un changement de philosophie pour la justice. Reste le grand débat qui revient sans cesse. Faut-il légaliser ou au moins réglementer certaines drogues ? On pense surtout au cannabis, évidemment. Ah oui, le serpent de mer. Les arguments sont assez connus maintenant. D'un côté, ceux qui disent « légalisons » pour casser le marché noir, réduire la violence des trafics, contrôler la qualité des produits et récupérer de l'argent via les taxes pour financer la prévention et les soins. De l'autre côté, ceux qui craignent une banalisation de la consommation, une augmentation du nombre d'usagers et donc des problèmes de santé publique qui vont avec. Le doc LCP parlait du risque d'une troisième addiction organisée par l'État après l'alcool et le tabac. Et quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, au Colorado, aux Pays-Bas, ça ne donne pas de réponse simple apparemment. Non, pas vraiment. Les analyses comme celle de LCP Doc ou de Gandillon montrent que les résultats sont mi-tirés. Le marché noir ne disparaît pas toujours complètement, il peut y avoir des reports de consommation vers d'autres drogues, et ça n'empêche pas forcément les mafias de continuer à gagner de l'argent sur d'autres trafics. Le syndicat de la magistrature rappelle aussi que la position de la France,
qui pénalise toujours l'usage simple de cannabis, est devenu assez minoritaire en Europe. C'est vraiment un débat où s'affrontent des visions très différentes de la société et du rôle de l'État. Au final, si on essaye de résumer tout ça, ce qui ressort de cette exploration, c'est une complexité énorme, non? D'un côté, la souffrance individuelle, très forte. De l'autre, la puissance d'un crime organisé qui brasse des milliards. Des quartiers qui sont marqués au fer rouge par ce trafic, mais où il y a aussi des formes de vie, de résistance, des arrangements complexes au quotidien. Une répression qui montre ses limites. Un système de soins qui est essentiel mais qui parfois débordé. Et des débats idéologiques qui semblent un peu bloqués. Exactement, il n'y a pas de solution miracle, c'est clair. Toutes les sources nous montrent que cette question des drogues, elle est à la croisée de plein de choses. La santé publique, la sécurité, l'économie, les inégalités sociales, les libertés individuelles. Si on tire sur un fil, ça a des conséquences sur tous les autres. C'est ça qui rend la chose si difficile à aborder de manière simple. Alors, peut-être pour finir, une question que soulèvent un peu en creux plusieurs de nos sources, notamment cette étude de la DULM sur la vie dans les quartiers touchés. Au-delà des grands débats sur la loi, au-delà des stratégies décidées au niveau national, comment on pourrait redonner du pouvoir d'agir aux gens qui vivent ces problèmes au quotidien? Comment faire pour que les habitants, qui connaissent leur quartier mieux que personne, ne soient pas juste des victimes passives ou des spectateurs, mais qu'ils puissent vraiment participer à chercher et à construire des solutions? Et peut-être une des clés pour l'avenir, effectivement. Passer d'une logique où les solutions sont pensées et appliquées uniquement d'en haut à une logique de co-construction avec les premières personnes concernées. Comment on articule mieux l'action de la police, de la justice, des mairies, des bailleurs, des soignants, des associations, avec ce que vivent, ce que savent et ce dont ont besoin les habitants eux-mêmes. Et c'est une piste de réflexion qui dépasse largement la seule question des drogues d'ailleurs, mais qui est peut-être fondamentale pour imaginer des réponses plus justes et peut-être plus efficaces sur le long terme.